En fait, quand on regarde le modèle standard de la physique des particules, qui est quelque chose qui marche très bien, qui a été démontré sur les accélérateurs de particules au LHC, on sait qu'il y a un ensemble de particules, il y en a 12, les briques élémentaires qui constituent l'ensemble de la matière qu'on voit. Et en fait, pour chaque particule, il y a une particule miroir qui est une particule d'antimatière. Donc c'est à peu près, enfin c'est même exactement les mêmes propriétés, mais miroirs. Typiquement, si on prend la charge électrique, il y a l'électron qui a une charge négative, et bien il y a le positron qui est sa particule miroir, qui a la même masse, mais une charge positive. Le problème qu'on a, c'est que dans la représentation qu'on se fait de l'histoire de l'univers et du Big Bang, a priori, à l'origine, on s'attendait à ce qu'il y ait la même quantité de matière et d'antimatière. Et puis dans le monde qu'on voit aujourd'hui, essentiellement il y a la matière, il y a des quantités infinitésimales d'antimatière. Donc la question que les chercheurs se posent, c'est où est passée cette antimatière? Une des thématiques de recherche dans l'univers, c'est ça, c'est chercher cette antimatière. Donc ça, c'est la première réponse. Après, sur la matière normale, standard, comme celle qu'on a autour de nous, et est-ce que cette matière-là est représentative de ce qui se passe à plus grande échelle dans l'univers? Et bien là encore, on n'a pas que des certitudes. Mais au-delà de ça, il y a une des grosses questions qu'on se pose aujourd'hui, et qu'on se pose en fait depuis 100 ans, et ça c'est un peu dur à admettre. Encore une fois, hein, la science, ça oblige un peu à l'humilité. Parce que, en fait, on s'est rendu compte dans les années 60 qu'il y avait des particules qui atteignaient la Terre avec une énergie absolument délirante. Pour donner un exemple concret, je parlais tout à l'heure de l'accélérateur, le LHC, au CERN à Genève. L'énergie qu'on est capable de générer dans cet accélérateur-là, c'est l'énergie cinétique d'un moustique en plein vol. C'est-à-dire que la collision qui se passe entre deux particules élémentaires, elle dégage une énergie qui est équivalente à un moustique qui s'écrase dans votre main. Ça, c'est ce qu'on arrive, nous, humains, à faire. L'univers, lui, ce qu'il arrive à générer, c'est la collision d'une balle de tennis à 100 km/h dans votre main. Donc c'est évidemment des ordres de grandeur au-dessus. Et le problème qu'on a, quand les physiciens dans les années 60 ont commencé à observer ça, la question qu'ils se sont posée, c'est d'où viennent ces particules? Quel est le mécanisme, quel est le générateur qui va être capable d'accélérer à ces énergies-là? Et je dois reconnaître aujourd'hui qu'on n'a toujours pas de réponse vraiment à ça, quoi. Mais ça s'appelle les rayons cosmiques, parce que finalement on n'en sait rien, on sait que c'est des rayons, on sait que c'est des particules, quelque chose qui rayonne sur Terre et qui vient du ciel, donc rayons cosmiques. Il y a encore, 10 ans, je suis peut-être un peu cruel, mais 15 ans ou 20 ans, il y avait la possibilité de dire finalement ces énergies sont tellement délirantes qu'on ne connaît aucun mécanisme capable d'accélérer la matière normale pour générer ces particules-là, ces énergies-là. Donc il y avait un ensemble de théories qui disaient, finalement, le laboratoire est un univers, l'univers est un laboratoire, et avec des possibilités bien supérieures à ce qu'on peut créer sur Terre, et il y a quelque part dans l'univers quelque chose de tellement puissant qui nous donne une fenêtre vers une autre physique parce que on atteint des énergies pour lesquelles les lois de la physique sont plus les mêmes. C'était un peu cette idée-là. Effectivement, on savait ce que c'était comme énergie, mais on ne savait pas la nature de ces particules-là. Donc ça rejoint un peu votre question de est-ce qu'on connaît toute la matière? Non, on ne savait même pas ce qu'étaient ces particules, et la raison pour laquelle on ne le savait pas, c'est parce que ces particules-là, de très haute énergie, quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles interagissent tout de suite avec les molécules de la haute atmosphère, et elles se désintègrent. Et finalement, ce qu'on récolte au niveau du sol, c'est une pluie de particules secondaires, essentiellement des électrons et leurs antiparticules, les positrons, dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, donc c'est une mesure indirecte en fait. On dit que c'est une mesure indirecte, donc il y a énormément d'incertitudes. Donc au final, pendant très longtemps, on se disait voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui a une énergie énorme, mais finalement on ne sait même pas quelle est la nature de cette particule. Donc on se disait peut-être que ce sont des particules extrêmement simples, peut-être des photons même, des photons, et si ce sont des photons avec ces énergies-là, alors ils ont été produits par d'autres particules ailleurs dans l'univers, qui sont des particules qu'on ne connaît pas. Donc il y avait toutes ces théories exotiques, on dit, et donc c'est là où je referme ma parenthèse et je reviens sur ce que je disais avec le début de ma pyramide. Il y a 20 ans, on se disait oui, c'est peut-être ça, et finalement en les mesurant, on a à peu près certain, je peux même dire aujourd'hui qu'on est certain, qu'en fait ces rayons cosmiques primaires, ces particules qui nous arrivent sur la tête,
ce sont des particules composées, complexes et qu'on connaît, comme des protons par exemple, ou alors des noyaux d'atomes plus massifs, mais des choses standards. Et donc si c'est des choses standards et des choses composites comme des protons ou des noyaux, c'est forcément des particules qui ont été accélérées. Donc si c'est des particules composées, ça veut dire que c'est des mécanismes d'accélération dans l'univers qui vont accélérer ces atomes, ces noyaux de protons ou ces noyaux de fer et nous les envoyer sur Terre. Mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, hein. C'est comme ça, et on ne sait toujours pas comment ces noyaux de protons ou de fer ont pu être accélérés et envoyés sur Terre. La raison principale pour laquelle on ne le sait pas, c'est qu'en fait, ces rayons cosmiques sont des particules chargées et donc sont déviées dans leur trajet dans l'univers. Donc, on va mesurer notre pluie d'électrons et de positrons au niveau du sol, ça va pointer vers une direction, mais rien ne dit que dans leur trajet dans l'univers, ils ont été déviés, et en fait, ils viennent de 40 degrés par là, et donc ça va pointer vers une autre source. Donc il y a deux manières de répondre à ça. La première, c'est de dire, on va accumuler énormément de statistiques, on va enregistrer beaucoup de rayons cosmiques, on va les capter, tous ces rayons cosmiques, et puis avec cette statistique-là, la distribution dans le ciel va nous permettre de répondre précisément vers les zones d'émission. Donc cette expérience OG tourne depuis 10 ans, 20 ans, commence à faire ça, commence à avoir des indications, mais il n'atteindra jamais vraiment la statistique suffisante pour répondre à cette question. Alors, je travaille sur une expérience qui s'appelle GRANT, qui veut dire Giant Radio Array for Neutrino Detection, qui est donc une expérience qui vise à changer radicalement la technique de détection et à dire finalement on n'y arrivera pas avec cette technique-là à faire ces surfaces immenses, et il faut changer de technologie. Donc la technologie, l'idée c'est de dire, voilà, on a notre particule, notre rayon cosmique, celui qui nous intéresse, qui rentre dans l'atmosphère, qui interagit, qui crée cette cascade de millions d'électrons et de positrons. Ces électrons et positrons, ils se déplacent dans l'atmosphère et ils arrivent au niveau du sol. Mais en se déplaçant dans l'atmosphère, ils interagissent en fait avec le champ magnétique terrestre, et cette interaction avec le champ magnétique terrestre génère une émission électromagnétique. Donc une émission électromagnétique, ça veut dire des ondes qui sont dans la gamme de la radio. Donc comme quand on écoute la radio, voilà, c'est les mêmes porteuses, les mêmes fréquences que celles qui correspondent à la radio que vous écoutez. Et ça, en fait, c'est une très bonne nouvelle, parce que cette technologie-là, ces détecteurs d'ondes radio, on les connaît, les humains, les ont développés depuis 50 ans pour leur communication. Donc on a une très bonne compréhension de la détection, de la génération et de la détection des ondes radio. Une antenne radio, c'est quelque chose qui fait cette taille-là. Je la pose dans un endroit. Alors la contrainte qu'il y a, c'est l'environnement électromagnétique. J'en reparlerai après. Mais je la pose à un endroit. C'est un bout de fer. C'est extrêmement stable. Si on évite la corrosion, tout se passe bien. Et puis je reviens 20 ans après. A priori, elle n'a pas bougé. Elle fonctionne exactement de la même manière. Donc c'est un atout énorme pour ce type de détecteur. Alors, ce que je peux rajouter aussi, c'est que finalement, quand on aura ce détecteur qui sera gigantesque, hein, la taille dont on parle, c'est 200 000 km². 200 000 km², pour fixer les idées, c'est la surface de l'Angleterre. Donc il faut imaginer l'Angleterre couverte d'antennes, alors pas avec une très grosse densité, hein, c'est une antenne tous les kilomètres. Mais chaque kilomètre, on planterait une antenne, et on aurait comme ça un détecteur qui permet de voir les rayons cosmiques. Alors, ce serait tellement grand, donc on verrait énormément de statistiques de rayons cosmiques, et on pourrait étudier les directions d'arrivée. Mais à cette taille-là, ce qui devient vraiment intéressant, et ce qui devient encore plus intéressant, et ce qui justifie le nom de GRANT, parce que c'est Neutrino Detection, c'est de dire qu'on peut non seulement détecter ces rayons cosmiques, mais en plus des neutrinos. Alors les neutrinos, c'est une de ces 12 briques élémentaires enfin c'est 3 de ces 12 briques élémentaires de la matière. Et eux, ils sont particulièrement intéressants parce que contrairement aux rayons cosmiques, ce ne sont pas des particules chargées. Donc eux, ils pointent directement vers leur source. Non seulement ça, mais en plus, ils n'interagissent pas dans leur trajet sur l'univers. Donc ça veut dire qu'ils peuvent se propager sur des distances cosmologiques, jusqu'au fin fond de l'univers, a priori. Donc si on arrive à détecter ces particules-là, en fait, on a une sonde absolument, je dirais, presque parfaite de ce qui se passe dans l'univers. Il y a cette idée que je pense, en tout cas, pas de notre vivant, on n'arrivera jamais à une compréhension totale des choses. C'est-à-dire que ça peut donner l'impression que les chercheurs sont là dans leur laboratoire à passer le temps et à
à réinventer la roue et avec un processus un peu cyclique où finalement on ne progresse pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On est dans une quête, on est dans un chemin où on est là avec notre lampe torche, on éclaire devant nous ce qu'on voit et on essaie de déchiffrer ce qui se passe. Mais c'est vraiment un progrès, hein, c'est-à-dire qu'on avance, hein, mine de rien. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a toujours cette démarche où on affine notre compréhension et avec des nouveaux détecteurs, des nouveaux moyens qui sont toujours plus puissants que les précédents, on arrive à évidemment bien mieux comprendre notre univers et ce qui s'y passe. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à des moments, on arrive à des points de rupture. Finalement, des fois dans la physique, on arrive à cacher un peu la misère et dire bon, on a des barres d'erreur ou finalement on a un modèle qui colle à peu près avec les observations, mais en fait ça colle à peu près parce qu'il y a des barres d'erreur qui sont assez grandes. Et effectivement, l'idée c'est de dire on va pouvoir affiner, alors on va pouvoir raffiner nos modèles et les contraindre un peu plus grâce aux observations, mais il y a un moment où ça peut casser, c'est-à-dire que la tension entre les observations qui deviennent de plus en plus précises et les modèles qui donnent, eux, sont ajustables avec des paramètres, à un moment, cette tension peut devenir trop forte, et là, ça met patatras, tout à terre, on est obligé de repartir à zéro et construire de nouvelles théories. Mais ça, c'est évidemment extrêmement riche, c'est la meilleure nouvelle pour un physicien, parce que ça permet de repartir de zéro.